Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, on a un peu d'avance, mais on se fait plaisir. S'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. J'espère que vous êtes en grande forme, les amis, pour boucler cette nouvelle semaine avec beaucoup d'actualité. Oh là 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 là. Ils nous ont ressorti l'ami Guillaume des Rosiers, là, Guillaume Rosier, qui avait fait vite ma dose, tracking, je sais pas quoi, et là ils nous l'ont ressorti, maintenant il fait track my watt. Tu sais, c'est un ingénieur, bon, qui est content comme tout, qui a un ordinateur chez lui, qui développait des petits logiciels, et c'est lui qui a agrégé un peu toutes les données Covid, qui a fait un truc sympa comme tout, et puis là il a dit track my watt maintenant.
Et donc le gouvernement applaudit dès demain, parce que forcément, ils ont trouvé un pigeon pour faire ça gratos. Le mec, ils lui font une promo de fou furieux, il est dans tous les médias, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, c'est sombre connerie, mais c'est pas le plus grave, parce que bon, à la limite, l'autre, il est content, je veux dire, si... C'est pas la première fois que le gouvernement profite de faire des choses gratos, en toute souplesse. Donc, on se, voilà, on se détend avant tout. C'est, tu vois, je suis parti plein de mal, mais voilà. Il y a le biscuit corse aussi qui est grognon, qui dit le parfait collabo content de lui. J'ai pas dit collabo. J'ai dit, si demain le vent tourne, effectivement, il sera pas dans les gens médaillés. Parce qu'il a d'ailleurs déjà été médaillé, en fait, pour la simple et bonne raison. Merci à Tartampion34 qui vient de sub, c'est le 5e mois. Ça, c'est chouette. Et Guillaume Rosier, il avait eu la médaille de l'Ordre national du mérite en 2021. Parce qu'il a fait son logiciel à la con. Mais c'est vrai que c'était pratique parce que dès que tu as des données qui augmentaient, le gouvernement disait oh vous avez vu c'est pas nous hein, c'est Guillaume Rosier, Interflora, là, je sais pas quoi, il a sur ces chiffres ça monte hein. Et donc bon bah voilà. Mais apparemment, hein, j'ai cherché ce matin, tu l'imagines bien, j'ai mené ma petite enquête. Il n'a pas touché 1 euro de la part du gouvernement. En revanche, voilà, parce que bon bah c'est souvent ce genre d'affaires. Maintenant, je fais confiance à mon pif. Hein. Maintenant, quand il y a un truc qui pourrait ne pas sentir bon, en Macronie, ça sent pas bon. Voilà, faut partir de ce principe-là. Et regarde, par exemple, j'ai écrit ce matin un petit article pour le site de Juste Milieu, t'as capté. Et c'était Libération qui avait révélé ça dans un article du 25 mai 2021. Et Guillaume Rosier dit qu'il n'a reçu aucun investissement ni aucune rémunération de la part de l'État. Cependant, il confesse avoir bien perçu des dons privés seulement pour couvrir les frais d'hébergement du site engagé, comme nous le dit Libération. Et autre passage de l'article de Libération, Guillaume Rosier n'était pas en mesure de nous préciser le montant perçu via les dons privés en raison de sa charge de travail actuelle. Aïe, aïe, ça. En même temps, ça pique, hein, Rosier. Ça pique. Donc là, ça pique du pognon, mais c'est pas étonnant. Je veux dire, bon, bah, il a du boulot, il peut pas te répondre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je le sens bien, lui aussi. Je le sens bien. Puis en plus, en fouillant un peu ce matin, j'ai découvert que quand il faisait son truc à la con, alors c'était pas vite ma dose pour réserver les créneaux de vaccination. D'ailleurs, faudra qu'on revienne un jour sur le nom du truc, mais bon, c'est pas grave. Quand il a fait Covid Tracker, tu sais, avec toutes les données Covid Tracker, tout ça. Et il avait développé à ce moment-là une source de données supplémentaires sur Covid Tracker avec le fils de Mathieu Orphelin. Oui, alors non, ça aussi c'est une fake news, parce que Mathieu Orphelin a un fils. Donc de fait, il ne l'est pas. Mais c'est pas le sujet. Mathieu Orphelin, qui est député Europe, enfin qui est du parti Europe Écologie Les Verts, plutôt proche de la Macronie, on sait pas trop ce qu'il est, mais tu vois, on a encore tout le temps les mêmes noms, quoi. C'est fou. Hein. C'est fou. Toujours pareil. Hein. Toujours pareil. D'ailleurs, c'est un peu comme ce soir. Ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Parce que vous l'avez peut-être vu, il y a une vidéo qui arrive sur YouTube. Ah oui. Ah oui, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Je vais vous montrer la miniature déjà. Graphiquement, c'est un travail hors du commun. C'est la miniature, c'est la vidéo qui débarque ce soir. Regardez, je vous montre. Tac. Booba contre les influx voleurs. Magali Berda protégée par le couple Macron. Point d'interrogation. Ah ouais. Non, c'est... Alors vraiment, j'ai hâte de vous proposer cette vidéo. Je suis très fier, très content de cette vidéo parce que c'est le genre de sujet que j'adore. Au départ, je partais d'une info. Alors, je vous explique tout. La vidéo fait presque une demi-heure. Donc, il y a du gros dossier. Hein, plus c'est long, plus c'est bon. Hein, voilà. Et en fait, donc au départ, j'avais trouvé une actu à la con et tout. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais en faire une vidéo. Je vais creuser le machin. Et en creusant, tu te rends compte que ce scandale, effectivement, des influenceurs, donc tu sais, les gens de télé-réalité, j'imagine que vous êtes beaucoup à vous en foutre, et moi le premier, hein, on est d'accord. Hein. Mais en creusant, c'est bizarre parce que tu retrouves les mêmes, hein, jusqu'au couple Macron. Hein. Ouais, et des choses qu'on faut recouper, quoi. Ça a été sorti dans la presse, comme souvent, mais il faut le mettre côte à côte. Et là, c'est vrai que tu trouves des noms, t'as du Hanouna, t'as du Macron, t'as beaucoup de choses. Voilà, donc c'est beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que, bon, bah, inspecteur milieu, j'ai chaussé mes lunettes, et nous voici face à ce qui a toute la gueule d'une révélation. Donc, voilà un petit peu, les amis, cette vidéo que j'ai hâte de vous montrer. Ce sera ce soir à 18h, 17h30. Attendez que je vous dise pas de conneries. Non, parce que je suis pas le dernier à dire des conneries.
On est à quelle heure? Allô Houston à la base. On est sur... on est... Tac, tac, tac. On est à 18h, bien sûr. Bien sûr. C'est 18h. Voilà, merci à mon Laurent Watteau qui vient de sub. Merci beaucoup, mon Lolo. C'est le 4e mois. Merci, mon Lolo. T'es un taulier, mon Lolo. Moi, je te le dis. Moi. Change pas. T'es le meilleur, Lolo. Donc, non, cette affaire. Merci à Jen Franchi également, que j'embrasse. Merci beaucoup. Et qui dit coucou Rémi. Edouard, j'ai bien reçu le sticker et le bandana pour mon chat. Je vous enverrai les photos. Incroyable. Incroyable. Avec plaisir, ma Jen Franchi, avec grand plaisir. Vous savez, c'est la petite boutique, hein, juste mieux. Il y a des petites rigolades. On se fait plaisir, ça, on déconne. Hein. Et puis voilà, donc on va décortiquer un petit peu l'actu après, mais oh, tu sais, j'ai envie de papoter. On est vendredi, je suis détendu, j'ai un air qui est bloqué, je crois, dans le cou, l'épaule, là, je sais pas quoi, faut que j'aille voir le vétérinaire encore. Et j'ai envie de papoter. On est détendu parce que plus ça va, plus ça part en cacahuète. Hein. Je veux dire, tu prends les 2 derniers jours, normalement on peut faire 1 heure sur chaque sujet, quoi. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Tu prends par exemple prix Nobel de littérature Annie Ernaux. Bon. Alors là, je t'avoue, j'aime pas. Ah, c'est mon avis, tu vois. J'aime pas. Annie Ernaux, bon, pour vous présenter rapidos, alors déjà, bon, bravo, prix Nobel de littérature, c'est quand même bien. T'as pas le prix Nobel, enfin, tu gagnes pas le prix des libraires Leclerc-Bretagne. Hein. Merci à Anne Keller qui vient de subprime. Merci beaucoup, c'est le 3e mois. Ça, c'est beau. Merci Anne Keller. Et donc Annie Ernaux qui est un peu, si vous voulez, la papesse de l'autofiction. Alors l'autofiction, à mon avis, hein, ça se débat, mais pour moi l'autofiction est à la littérature ce que Nabila est à l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas complètement nul, mais tu sais pas où t'en es en fait. Tu sais pas si elle le fait exprès, tu sais pas si elle est réellement débile, tu sais pas. Et en fait Annie Ernaux, alors, bon, je caricature un peu parce que ça reste quand même une grande écrivaine, grand auteur, je sais pas comment faut dire aujourd'hui. Dame, personne qui écrit des livres, quoi. Et donc, si vous voulez, l'autofiction, en fait, ce sont des gens qui racontent leur vie dans un livre. Donc, on est dans le domaine du témoignage, tu vois, du récit de vie, et qui, par contre, parfois vont prendre des libertés avec le réel. Donc, c'est-à-dire, en racontant leur vie, parfois, ils vont réinventer des passages de leur vie, les raconter différemment. Donc, on ne sait pas si on est dans un récit, dans un témoignage ou dans un roman. Ce qui fait que les attentes, on ne sait pas où les placer parce que en termes d'écriture, par exemple, si une personne raconte et témoigne sur, par exemple, l'agression dont elle a été victime, on va pas venir la faire chier avec le style, tu sais. Genre, oui, la scène du viol, t'aurais pu faire un alexandrin, tu vois. Non, non, ça, tu fais pas ça, parce que justement, c'est un témoignage, tu vois. Donc, on t'attend moins sur le style, bien évidemment. Par contre, sur un roman, on peut avoir des attentes qui sont plus, voilà, sur la stylistique, sur la construction, sur la narration. C'est différent. Mais l'autofiction, en fait, comme elle se positionne sur les deux plans, pardon, bah, on sait pas à quoi s'attendre et donc ça permet un peu n'importe quoi. En tant que lecteur, on est un peu bloqué, genre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on comprend rien. Et moi ça m'énerve, moi j'aime pas ça. Puis c'est un peu devenu la mode maintenant, ça a été une tendance, t'as des Loire Louis, t'as Lydie Savert, t'as des trucs comme ça. Mélino tombe, de temps en temps, hein. Elle est pas japonaise, Mélino tombe. Faudra se faire une raison un jour. Elle est née en Belgique, Amélie. Mélino tombe, ça fait pas Tokyo Hit, hein, je suis désolé. Et c'est vrai que c'est un courant de la littérature. De se raconter des choses comme ça. Moi, ça m'embête un peu, mais bon. Mais tout ça pour vous dire, parce que c'est vrai que Annie Ernaux remporte donc le prix Nobel de littérature. On se rappelle quand même qu'il y a 2 mois environ, Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, se fait agresser à coups de couteau. Il frôle la mort. Aujourd'hui, il est encore parmi nous. Alléluia. Mais c'est mon interprétation. Dites dans le chat ce que vous en pensez. Mais on a quand même cette triste impression que le monde de la littérature accepte clairement l'atteinte à la liberté d'expression. C'est sûr qu'on aurait préféré que Salman Rushdie ait le prix Nobel de littérature sans le coup de couteau, qu'on soit bien d'accord. Mais il y aurait eu un engagement un peu fort de lui attribuer le prix, qui mérite en plus, je veux dire, attention, hein, c'est pas Marlène Schiappa non plus en termes d'écriture. On aurait pu s'attendre à ce que le prix Nobel de littérature lui revienne, et en fait non. Donc le monde de la littérature ne se cache même plus pour dire, ouais bon... on va pas trop le soutenir, quoi. On est Charlie, mais on est surtout Charlot quand ça commence à chauffer.
Donc voilà, c'est un débat de littérature, mais c'est vrai que je suis pas super à l'aise avec ça. Je suis pas super à l'aise avec ça, mais bon, c'est Annie Ernaux, hein, donc on l'embrasse. Et puis bon, c'est pas moi qui l'ai eu. Et vous le savez, ça c'est la nouvelle du jour. C'est la nouvelle du jour, les amis. C'est la petite surprise. Voilà. Bravo. Quand je peux faire plaisir, tu vois, je suis un mec sympa. Bon, y a pas de Il n'y a pas de problème. Je suis un mec sympa. C'est mon livre, L'Étoile Noire. Hein, vous le savez peut-être. Hein. C'est un livre que j'avais écrit à l'époque de Let It Be, à l'époque, et vous aviez été quelques-uns à me dire, ami, est-ce qu'on peut pas bricoler est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu ressortes cette histoire-là? Et c'est vrai que c'était dans un tiroir, et je m'étais dit, bon, peut-être que les gens veulent pas, peut-être que c'est nul. Sûrement, d'ailleurs, on sait pas en vérité. Mais c'est vrai que j'étais content parce que c'est un livre que j'ai écrit au moment du confinement et en passionné de bouquins, vous connaissez la maison, j'avais envie d'essayer, tu vois, de me dire pourquoi pas moi après tout. Je peux essayer, peut-être. Avec un coup de bol, ce sera bien. On ne sait pas. Donc, c'est mon premier livre, hein, sorti tout droit de mes tripes, hein, écrit avec mon sang. Non, pas du tout. Écrit avec un clavier. Sur Word. Tu vois, c'est tout de suite moins sexy. Ah, c'est pas mot passant. Hein. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, ça s'appelle L'Étoile Noire. Alors, l'idée, je vous en parle un petit peu, on papote aujourd'hui. L'idée, en fait, que j'avais en tête, c'est, en termes de structure, en tout cas, alors bien sûr que c'est sur la vie d'Amy Winehouse, hein, vous l'aurez compris, chanteuse formidable, décédée à 27 ans. Et l'idée en termes de structure, ce qui me plaisait bien, c'est un bouquin qui s'appelle La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, où Éric Emmanuel Schmitt raconte, c'est une alternance de chapitres, un coup il raconte la vie de manière biographique d'Adolf Hitler, et un coup, donc ça alterne d'un chapitre à l'autre, il raconte la vie qu'aurait pu avoir Adolf Hitler s'il avait réussi son concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Vienne. Il devait être, au départ, Adolf Hitler était un peintre un peu raté, et donc il avait fait l'entrée au concours de l'école des beaux-arts de Vienne, qu'il avait raté, et donc Éric Emmanuel Schmitt imagine comme ça avec une succession de chapitres, et j'avais trouvé ça assez intéressant en termes de structure, et l'Étoile Noire c'est un peu pareil. Il y a un chapitre qui raconte vraiment, c'est une alternance, donc un premier chapitre qui raconte vraiment la vie d'Amy Winehouse, et un deuxième chapitre qui raconte l'histoire de l'écriture de ce livre en fait. Comment je m'intéresse à Amy Winehouse, je suis pas du tout un fan de la première heure, qu'on soit bien d'accord. Le premier album c'est 2003, j'avais 9 ans, j'étais sur Téléfoot à ce moment-là. Donc, tu vois, je peux pas te faire le mec, ouais, non, mais... non, Amy Winehouse, c'est mon oxygène, quoi. Depuis tout petit, j'écoute ça. Je l'avais repéré dans les rues de Londres. Non, zéro. J'ai commencé à m'intéresser, on est en 2015, un truc comme ça. Donc, tu vois. Mais... ce qui m'a beaucoup plu, et c'est marrant parce que j'ai déjà eu des retours comme ça de gens qui me disent oui, ça m'intéresse pas, la vie d'une droguée ne m'intéresse pas. C'est vrai qu'Amy Winehouse, c'est l'image qu'on a, c'est l'image que j'avais, hein, je vais pas te mentir. Quand j'ai commencé à écouter ses morceaux, tu te dis bon, elle est morte à 27 ans, en termes de longévité, c'est quasiment un hérisson. Euh, Puis la drogue, l'alcool, l'héroïne et tout ça, donc c'était un peu facile. Merci à Pyros qui vient de c'est le 5e mois, merci beaucoup. C'était un peu fastoche, tu vois, de dire oui, comme elle est tombée dans la drogue, c'est une dépravée, tu vois. Et en fait, plus tu t'intéresses à la vie, plus c'est une trajectoire incroyable. Et finalement, la question qui me restait dans la tête tout au long de l'écriture du bouquin, c'est jusqu'où peut-on aller par amour? Parce que la vie d'Amy Winehouse est une histoire d'amour. Oui. Et là, ça commence à t'emboucher un coin. Donc, je te fais la petite pub. En plus, regarde, elle est pas belle la couverture. Ah oh, ça c'est la classe, hein. Ça c'est la classe. Hein. Donc non, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Si ça vous intéresse, un petit moment de lecture. Ouais, je suis pas qu'un guignol. Moi aussi, j'ai mes failles, j'ai mes cicatrices. Moi aussi, j'ai eu des choses difficiles à avouer. Il y a eu des moments compliqués, notamment l'arrêt d'Interville sur France 2 le samedi soir, rendez-vous de famille. Il a fallu passer à autre chose, depuis c'était Fort Boyard, les Kirigoutés, les Babybel, le Boursin, les feuilletés à la saucisse. C'était beaucoup de plaisir pour essayer d'oublier ce drame qui peut-être m'a broyé, j'ose le dire aujourd'hui devant vous. Donc, voilà un peu les amis. Edouard, si tu peux nous mettre le lien dans le chat, voilà, tu vois, bah c'est ça, c'est la page. Hein. Puis tu peux acheter, en fait, t'as la version numérique et papier.
Alors Paplard, c'est 15,90. Je sais, on m'a dit c'est cher. Mais c'est cher, mais en fait, il y a 5 balles la poste. Et ça, j'ai appelé la poste, je peux pas... ils m'ont dit, t'es qui, gros? Et j'ai dit, bah, je suis Rémi, juste milieu. Et ils m'ont dit, quelle est la nature de votre demande? J'ai dit, bah, c'est cher les frais de port. Ils m'ont dit, oui, mais t'as envisagé là, de faire cuire le cul? Et là, j'ai dit, ah, pardon, effectivement. Donc c'est cher, mais en vérité, le livre coûte moins de 10 balles. Le livre en tant que tel coûte 9,90. C'est un livre de poche, en fait. Et oui, on a serré au max, mais on peut pas. On peut pas, parce que après c'est la poste. Donc ils m'ont dit, non. Ils m'ont dit, arrête. Donc, voilà. Désolé les amis, on est là-dessus, puis sinon vous avez la version numérique, ça c'est du PDF, et t'as le EPUB, EPUB, je sais pas comment on dit, pour les liseuses là, Kobo et tout ça là, s'il y a des amis qui font la liseuse. Donc voilà, Edouard vous a mis le lien dans le chat, les amis, vous bricolez si ça vous intéresse de découvrir votre serviteur sous un autre angle, hein, je veux dire. C'est aussi le but de la manœuvre. Hein. Donc voilà un petit peu, cette affaire s'est sortie hier, on est content comme tout, voilà. L'idée c'est, on partage ça, on n'aura pas le prix Goncourt, hein, je vous le dis tout de suite. Non, non. Donc quoique, on verra, à titre posthume, hein. Peut-être qu'un jour, je vais mourir de rire devant une conférence de presse d'Agnès Pannier-Runacher, et puis on dira, l'homme qui est mort de rire. Voilà. Après tout, c'est pas mal, hein. Après tout, c'est pas mal. Donc, parce que c'est vrai que la transition est toute trouvée. T'as compris. T'as compris l'idée. Agnès Pannier-Runacher. Oh là là. La Anne Roumanoff qui s'ignore. C'est terrible. Elle commence à me faire mal au cœur. Elle nous a fait une conférence de presse hier avec... c'est leur nouveau slogan à la con, en fait. Et puis au même endroit, je crois que c'est rue de Ségur, au même endroit que le Covid, enfin ils utilisent les mêmes codes. Au bout d'un moment, si les gens ne comprennent pas que on se remet dans le même cercle vicieux, pardon, que le Covid, la période de Covid-19, moi je peux plus rien pour vous. Enfin, là maintenant, c'est plus une question de complotisme ou d'antimacronisme, je sais pas quoi. Mais ils utilisent les mêmes codes visuellement, les mêmes codes avec des slogans tout bidons, des spots du gouvernement pour faire passer des messages infantilisants au possible. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait. On a le retour de l'ami Guillaume Rosier, je vous en parlais en introduction de ce Twitch. Au bout d'un moment, vous pouvez voter Macron, vous pouvez faire ce que vous voulez. La question n'est pas là. Mais ne pas voir que nous retombons dans les mêmes mécanismes d'ingénierie sociale, au bout d'un moment, moi je peux plus rien pour vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous dites oui, non, en fait c'est pour le bien, bon, si vous voulez, non mais vous êtes le bienvenu. Tu seras bienvenu chez moi. Mais Florent Pagny, qu'on embrasse, courage à lui. Mais bon, faut réfléchir 3 minutes. Donc je vous mets la conférence d'Agnès. On part pour environ 2 minutes là. Donc si vous avez déjà un petit peu des remontées acides ou des problèmes de digestion, là faut partir. Faut éteindre la téloche, allez vous servir un verre d'eau. Voulu faire une campagne de communication responsable, engageante, qui vise à montrer qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous un geste à faire à la mesure de nos moyens. Il ne s'agit pas de culpabiliser les uns et les autres, il s'agit juste de se dire de manière positive, de manière déterminée que nous pouvons agir. Cette campagne, elle s'intitule « Chaque geste compte ». Et elle met en avant 3 idées que vous avez entendues au fond tout au long de cette journée. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. Je décale, je crois que tout le monde l'aura compris. Ça permet de passer les pics de consommation. Non, je coupe parce que je vais vomir. Et en direct, c'est pas propre. Mais putain, mais... C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Sincèrement, c'est sidérant. C'est comme le film Un jour sans fin, tu sais. The Groundhog Day, en anglais. C'est une histoire d'un type qui est journaliste, ça se passe aux États-Unis, mais c'est rigolo comme film. C'est un type ça se passe aux États-Unis, c'est un journaliste qui va couvrir la fête de la marmotte dans c'est le trou de balle du monde aux États-Unis, une ville inconnue au bataillon. Et il va couvrir l'espèce de petite fête locale, sympatoche sur la marmotte.
Et bon, bah, il dort dans un petit hôtel, tu sais, comme les maisons d'hôtes, un truc comme ça. Puis le matin, c'est chouette comme tout, machin. Il y a les petits œufs, il y a le grille-pain, il y a la radio qui s'allume et ça. Et en fait, je sais plus, je crois qu'il y a une histoire un peu, une histoire d'amour, un truc comme ça qui se construit. Je veux pas dire de bêtises, puis je veux pas vous révéler non plus l'intrigue. Ça tombe bien parce que je m'en rappelle pas. Mais en fait, sa journée se répète sans cesse. Alors lui, il se rend compte, hein, qu'on se met d'accord, hein, il redémarre pas lui-même à zéro, mais il se rend compte, il se rend compte que bah, tout redémarre exactement de la même manière. Et t'as énormément de réflexions qui sont faites comme ça autour de ce film, hein, notamment en termes de réflexion de philo sur le poids de nos décisions, sur tout ça. Et mais le personnage s'en rend compte. Et c'est tout le problème. Je sais pas si avec Bill Murray, effectivement, l'acteur principal formidable, euh, je, je, je veux pas qu'on tombe dans. Enfin, j'espère. Merci à Rook888 qui vient de sub. Merci beaucoup. C'est le 3e mois. Merci beaucoup, cher ami. J'ai peur qu'on soit tous coincés en fait là-dedans. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, on a visuellement, il me semble que c'est rue de Ségur. Hein, on va vérifier ça ensemble en direct. C'est au même endroit. Il me semble que là où ils faisaient leurs allocutions à la con, Covid, en tout cas, Elisabeth Borne l'avait fait. Alors attends, tac, 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 j'ai trouvé l'article. C'était où cette affaire? Il me semble que c'est ça, il me semble que c'est le même endroit. En tout cas, visuellement, ça y ressemble beaucoup. Je chercherai, on va pas passer un quart d'heure là-dessus, mais en tout cas, visuellement, ça y ressemble. Avec... Bon, on retrouve les mêmes codes donc de prise de parole continue pour occuper l'espace, avec des messages qui s'enchaînent jusqu'à la contradiction, jusqu'à l'incompréhension le plus souvent. Merci à Interrien qui vient d'offrir un sub à Eloline, ça c'est sympatoche, merci beaucoup. Donc on a tout ça, on a les codes qui sont désormais ceux de McKinsey, on le sait. C'est aussi pour ça que j'ai peur qu'on soit dans un jour sans fin vis-à-vis des scandales qui vont éclater. Ça, c'est signé cabinet de conseil. Hein. Je sais pas si c'est McKinsey, mais c'est signé. Donc, on a eu un semblant de faux scandale au moment de la présidentielle où les médias ont dit « on fait notre travail, lol, derrière il n'y avait plus rien, Macron au second tour, on n'a plus parlé de McKinsey, terminé. » Quand ils ont vu que le vent commençait à tourner, ils se sont dit « on va sortir les scandales, comme ça on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir fait notre boulot. » Dès qu'ils ont vu que Macron était en bonne place pour repasser, ils ont réenterré les scandales. Ça, c'est clair. Donc là, c'est du cabinet de conseil, c'est signé, craché sur tout ce qu'il faut. En plus, les slogans, mais c'est d'une bêtise. Mais c'est pas possible, ça doit être signé Marlène Schiappa, c'est pas possible. Je peux pas croire que l'État français paye pour de telles bêtises. Parce que, au-delà de la bêtise, je baisse, j'éteins, je décale. On dirait un refrain de Moussier Tombola. Hein, corde à sauter et corde à sauter. Doucement, ça fait doucement. On dirait ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'est mensonger. Là encore, vous connaissez la guinguette, j'aime bien me placer 3-4 neurones sur ce genre de conneries. Mais quand on te dit « je décale », il faut quand même bien dire que cela est mensonger. Parce que ça fait 2-3 jours qu'on nous explique que Enedis pourra couper via les compteurs Linky à distance les ballons d'eau chaude entre midi et 14h. Donc, quand on dit « je décale », c'est pas vrai. L'État décale. L'État peut avoir les moyens de décaler. Qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est aussi ça qui me rend fou furieux. Ça me fout le cul à larmes, comme on dit dans le milieu du rugby. C'est en plus mensonger. Parce que je décale, c'est pas vrai. Là, on donne l'illusion de la responsabilité aux gens, mais ça va être comme pour le pass vaccinal. C'est-à-dire que, bien sûr que le vaccin n'a jamais été obligatoire en France. Jamais. Jamais. Par contre, si vous vouliez ne plus aller au resto, ne plus aller dans des lieux de loisirs, ne plus faire de sport, ne plus avoir de travail, là, vous pouviez ne pas vous faire vacciner, il n'y avait pas de problème. Aucun problème. Mais le vaccin, factuellement, n'a jamais été obligatoire. Donc, ils ont réussi à enrhumer leur monde. Là, ils vont faire pareil. C'est l'illusion de la responsabilité en disant « je », sauf que c'est pas « je ». On le sait très bien. Jamais on dira le gouvernement vous fait décaler, vous fait baisser, vous fait éteindre. Moi, alors éteindre la télé, ça y est, hein, je fais les économies. Je regarde le sport maintenant. Hier, il y avait Montauban Biarritz au rugby, je me suis régalé. Mais attention, j'éteins sinon. La journée, j'éteins. Ah, je respecte le gouvernement. Donc,
Je veux dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et alors, il y a carotte cuite. Effectivement, c'est intéressant. Il faut rappeler cet argument, et tu as tout à fait raison, cher ami. C'est pas via Linky, car impossible. Juste le signal heure creuse pas envoyé. Heure creuse existait avant Linky, donc attention. Cher carotte cuite. Effectivement, il y a déjà des articles qui ont... et même, j'ai vu passer un thread, qu'il faut dire, sur Twitter, donc une suite de plusieurs messages sur Twitter qui expliquait que, en fait, sur les compteurs Linky, c'est plus compliqué que ça. C'est pas le gouvernement qui... Oui, il y a bien entendu un niveau de nuance, de détail technique qui est important. J'en conviens, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Sauf que, là encore, on va accepter de se faire emmancher pendant combien de temps? Parce que, là encore, on retrouve la même rhétorique, enfin non pas la même rhétorique, mais les mêmes ressorts intellectuels au début de la période du Covid. Rappelez-vous, quand des gens ont commencé à dire oui, mais quand même, le confinement, est-ce qu'on est sûr que ça peut aider? Parce que du coup, on reste chez soi en étant potentiellement contaminé, donc en contaminant les autres, on ne peut plus sortir, on ne peut pas faire de sport, alors que le sport est réputé pour justement aider le système immunitaire. Et là, à ce moment-là, on nous disait, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que le sport, parce que bidule, parce que le taux de reproduction, parce qu'en Israël, parce qu'en Allemagne, mais vous comprenez, faut des nuances. Et donc, on noyait le débat sous un flot de détails techniques qui se vérifiaient, bien entendu, je dis pas le contraire. Sauf qu'en noyant le débat, en le complexifiant à outrance, on pousse les gens à n'accepter que les évidences. Et les évidences, ce sont quoi? Ce sont les discours du gouvernement, qui arrivent avec des discours à la con, que même un ficus peut comprendre. Mais tout est tellement complexe qu'on se raccroche aux éléments qui sont à notre hauteur, qui sont faciles à comprendre. Donc c'est pour ça que ça m'embête, cher carotte cuite. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a des détails techniques qui font que c'est plus compliqué, j'en conviens. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on retrouve là encore les mêmes éléments intellectuels, où on va noyer le débat sous vraiment un flot de complexité. Comme ça, les gens vont se dire, bon, bah, je comprends rien. Par contre, je baisse, j'éteins, je décale, je comprends. Ça, je comprends, donc je vais me dire que c'est vrai, parce que le reste, je comprends pas. Et là, c'est la même chose. Et donc, pour revenir sur cette période de début Covid, où on disait le sport, machin, ouais, mais vous savez, c'est compliqué, ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le sport aide au système immunitaire, qui étaient les évidences du début. Donc, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, je veux pas pécher par naïveté et moi-même me raccrocher à des arguments simples à comprendre, qui sont ceux, par exemple, de l'État pilote Linky. J'en conviens que c'est plus technique, que c'est plus complexe. On est bien d'accord. Mais j'ai pas envie de continuer à me faire amancher encore de la même manière qu'en début de période Covid. On est en train de retomber dans les mêmes pièges. Exactement dans les mêmes pièges. Et c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est réellement pénible quand vous vous êtes fait arnaquer une première fois, de se faire arnaquer de la même manière avec des gens qui vous encouragent à aller vous faire arnaquer. Moi, ça m'embête sincèrement, parce que même cette histoire de Linky, c'est que le début de l'aventure. C'est que le début de l'aventure. À la limite, presque, on s'en fout, quoi. Linky, c'est l'équivalent, au début de la période Covid, de faut-il faire venir les supporters italiens Lyon-Juventus pour le match de foot de Ligue des Champions. On en est là. La vraie question, c'est quand on va couper les réseaux électriques, même si c'est quelques heures, quand on va couper les réseaux de téléphone, quand on va couper tout ça. Là, c'est le vrai problème. Mais si dès Linky, on commence à se dire « Ouais, mais bon, c'est plus compliqué, en vrai, ça va, tu vois. » Eh ben, on va retomber dans les mêmes pièges. Et quand on n'aura plus d'électricité pendant 2, 4, 6 heures par jour, on dira « Ouais, mais bon, faut bien ça pour sauver papy-mamie. » Ça va. T'as même TF1 qui commence à préparer les esprits. Il y a eu un reportage il y a quelques jours où il t'explique bien qu'en cas de coupure chez toi, ton assurance ne remboursera pas la nourriture que t'as dans ton frigo. Donc ça va. Si ça, c'est pas de la préparation psychologique en vue de ce qui va advenir, je sais pas ce que c'est. Donc c'est bien de dire c'est technique et tout, machin, mais faut arrêter de se voiler la face. On est sur une même mécanique d'ingénierie sociale qu'on a déjà vu à l'œuvre. Donc qu'on vienne plus m'expliquer que c'est des trucs techniques, on peut pas comprendre, maintenant Avant, il fallait être médecin pour s'exprimer, maintenant, faut bosser chez EDF, ça va, quoi. Ah, je suis grognon, tu vois. Allez, je le mets, là, instant grognon, je vais prendre une gorgée de café, j'en ai marre. Non, ça me gonfle. Honnêtement, c'est vrai que je suis un peu sec, tu vois. J'ai pas envie de me fendre la gueule aujourd'hui. Non, ça m'énerve parce que... Et en plus, c'est vrai que je vois que vous êtes beaucoup à parler de ça, pardon, dans le chat. Et c'est vrai que en vous disant tout ça, en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe. Et c'est une séquence à laquelle, voilà, vous faites beaucoup référence, je vous la diffuse. Ça dure 2 minutes. Écoutez bien, chers amis.
et à juste titre, qu'on soit bien d'accord, les amis, je suis grognon, mais c'est pas contre vous, hein, on papote, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste qu'en plus, il se gargarise de ça. Il se gargarise de tout pouvoir faire passer parce que les gens sont pas d'accord. Je vous mets cette fameuse séquence, ça dure 2 minutes. Rentrer dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, et ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça en plus, c'est que on fait un peu de raisonnement aujourd'hui, mais on papote. On est à un niveau, si vous voulez. On est à un niveau où le pouvoir, alors c'est une critique qu'on peut appliquer par exemple au capitalisme, hein, c'est une critique qu'on peut trouver chez Michel Kouskar, entre autres, chez Michéa, chez plusieurs auteurs comme ça. Alors là pour le coup je l'applique plutôt au pouvoir, mais on est à un niveau où le pouvoir est si puissant qu'il a absorbé sa propre critique. Et donc, c'est tellement à un niveau comme ça de décorrélation avec le sens des responsabilités. On pense aussi par exemple au Jouer sa peau de Nicolas Nassim Taleb, ou Nassim Nicolas Taleb, je sais jamais dans quel ordre, où Édouard Philippe débarque. Alors Édouard Philippe, escroc terrible, on le sait, des affaires pas possibles au cul, il suffit de lire le livre 13 pillards de Juan Branco au Crépuscule, qui n'a toujours pas été attaqué en diffamation, donc vous lisez 13 pillards, vous comprenez le pédigré d'Édouard Philippe, escroc terrible, qui débarque dans une école de commerce. Il dit ça à l'ESSEC. Hein. Il dit pas ça dans son salon avec Chantal Goya qui lui chante Pandi Panda. Il est face à la future élite de la nation. L'ESSEC, je crois que c'est la 3e ou 2e meilleure école de France, quand même. Et il leur explique, tout simplement, comment ça se passe. Et comment ça passe, en l'occurrence. Donc, le pouvoir est tellement à un niveau de décorrélation avec le sens de la responsabilité, c'est-à-dire le sens d'assumer les échecs, d'assumer le risque de leur politique, qu'il vient l'expliquer, mais presque le sourire aux lèvres. Comment on gère des masses qui ne sont finalement que des moutons qui au mieux vont bêler quand ça se passera pas bien, quoi. Mais c'est tout. Et ces mêmes personnes qui ensuite vont venir chialer sur les plateaux de TV quand il y aura... c'est quoi leur formule à la con ? Quand les gens ne soutiennent plus les personnalités politiques, quand il y a une... ah mince, tu sais... c'est leur formulation à la con, là. À chaque fois, ils sortent ça. C'est pas la révolte contre les élites, mais c'est la défiance. Voilà, merci. Merci à Mose78000 et Fabmous qui dit ça. C'est la défiance. Après, ces gens-là vont venir chialer en disant c'est la défiance. Les gens sont défiants vis-à-vis des politiques. Ils insultent les politiques. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, vous vous attendez à quoi, en fait ? Et qu'on soit bien d'accord, je le dis en préambule, parce qu'après, ce serait trop facile de sortir une phrase hors contexte, mais je n'invite bien évidemment pas à ça.
qu'on soit bien d'accord, je n'invite pas à ce qu'on aille péter des gueules de tous les citoyens d'ailleurs, élus ou pas élus. De manière générale, en fait, je n'invite pas à la violence, point. Mais au bout d'un moment, qu'attend-on Enfin, qu'attendent les responsables politiques, pardon, merci à Zabou 1961 qui vient de sub 5e mois consécutif, ça c'est très beau. Qu'attendent les responsables politiques en tenant ce genre de déclaration? Dire, quant à donc Édouard Philippe qui dit ça, et qui explique très clairement que ils savent que ça va péter. Ils le savent, il le dit. Mais le moment où c'est censé péter est toujours repoussé. Donc, de là naît une autre réflexion que je me fais, peut-être que vous me suivrez pas forcément, c'est tout le but du débat. Mais, en toute connaissance de cause, il pousse le bouchon le plus loin possible. La phrase est plutôt jolie, on ne sait jamais quelle goutte sera la dernière. Donc, ils sont au courant qu'il va y avoir sédition, à un moment donné, qu'il va y avoir révolte. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas dans quelle ampleur. On sait qu'il va y avoir révolte. Donc, autant sur plein d'autres sujets, on n'était pas prêts, autant sur ça, ils sont prêts. Donc, comment le pouvoir en place a les moyens actuellement de mater le peuple? Parce que si le risque de révolte, disons, si le risque de révolte est présent, c'est que les moyens pour éteindre cette révolte sont en place. Ils le savent. Je peux pas croire une seule seconde qu'ils soient assez débiles pour être au courant qu'il va y avoir une révolte sans se préparer. C'est évident. C'est évident. Donc, on avait vu ces histoires de blindés de la gendarmerie qui avaient été commandés par le pouvoir et tout ça. Mais dans ce cas-là, renversons la réflexion. Et ça, je le tiens du fameux bouquin dont je ne cesse de vous parler, le manifeste conspirationniste. Alors, le titre fait peur, mais c'est dans toutes les librairies de France, vous pourrez le trouver à la FNAC, c'est publié au Seuil. Donc un livre formidable qui propose des réflexions sur la société du Covid, l'émergence de tout ça et tout ça. Mais on pourrait pas dire 30%, enfin, comment dire, on ne pourrait dire que 30% du livre à la téloche, par exemple. Le reste, ces théories-là, ce serait du complotisme et compagnie, mais c'est publié au Seuil, donc moi je fais confiance. Merci à Jablati, qui vient de Subprime, merci beaucoup, cher ami. Et voilà, il y a Babcom5 qui dit j'ai commandé le bouquin, c'est juste hallucinant. Tu vois, je t'ai pas menti, on est d'accord. Donc, au bout d'un moment, renversons la réflexion. Est-ce que le peuple, merci à Annelise Dold également qui vient de sub, c'est le 4e mois, merci ma Annelise, j'imagine. Donc, est-ce que le pouvoir en place attend la révolte pour mater le peuple, ou est-ce que le fait de mater le peuple arrive avant même la révolte? Et c'est notamment dans un des chapitres de ce manifeste conspirationniste dont je vous parle, c'est une réflexion qui arrive où il prend l'exemple de plusieurs révoltes sociales qui ont eu lieu entre 2015 et 2019, en gros. Il prend l'exemple de la Catalogne, par exemple, du Liban. Il y a un autre pays en Amérique du Sud, il me semble, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, où on a vu en fait de plus en plus de mouvements qu'on dirait sur BFM TV pour faire peur séparatistes, pardon, mais de mouvements avant tout populaires, de ce peuple qui voulait reprendre son destin en main. Et donc, la théorie du bouquin sur ce point-là, c'est de dire, finalement, on a maté le peuple avant même la révolte. Et comment mater le peuple qu'avec des menaces bien trop grandes pour lui? Une pandémie, des guerres, des pénuries. C'est les plaies d'Égypte. C'est les plaies d'Égypte. Donc, à partir de là, la théorie du livre sur ce point-là, c'est de dire, mais finalement, oui, il y a peut-être une pandémie, il y a peut-être un virus, effectivement, qui a tué des gens, qu'on se met d'accord, il y a peut-être une guerre sur des mouvements géopolitiques qui étaient connus, mais c'est le meilleur moyen de faire taire le peuple. Qui a envie d'aller défendre le SMIC quand tu sais pas si tu auras à bouffer dans une semaine? Ou si tu sais pas si tu vas pas crever d'un virus à l'hôpital? Donc à partir de là, ces outils d'ingénierie sociale, ces outils pour cadenasser le peuple, donc passe sanitaire et compagnie, seraient une solution de mater le peuple avant même la révolte. Et donc il faut renverser le problème. C'est-à-dire qu'il peut encore moins y avoir de révolte si on a maté le peuple en amont. Et aujourd'hui, c'est bien ce qu'on voit. La société n'a jamais été aussi divisée. Les religions, la politique, la culture, le sexe maintenant, il y a les femmes qui tapent sur les femmes, qui tapent sur les hommes, qui tapent sur ceux qui savent pas. Enfin, le contexte est explosif. Il n'y a pas un sujet qui échappe à la scission. Maintenant, même le vaccin fait que des gens se mettent sur la gueule. Ça n'a jamais gêné personne de se faire un toucher rectal. T'avais pas les pro-touchés, les anti-touchés, je veux dire. Donc,
Aujourd'hui, on en est là, quoi. Faut quand même se rendre compte que dans les médias français, on a parlé de gens non vaccinés comme de connards, comme d'irresponsables. On a sous-entendu qu'il fallait les foutre en prison. Un professeur de médecine, André Grimaldi, a parlé de ne pas rembourser les frais de santé. Enfin, il faut se rendre compte où on est arrivé, quoi. Et donc, à partir du moment où les gens se tapent sur la gueule, ben derrière, ça passe. Ça passe. Et regardez tout ce qui est passé. Regardez tous ces scandales. Alors, depuis Emmanuel Macron, qu'on soit bien d'accord, je pense qu'avec Sarkozy au Hollande au pouvoir, ça aurait été la même salade, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais regardez tout ce qui est passé. Regardez tous ces scandales. Nickel. De toute façon, tu vas pas parler des scandales comme ça. Regardez McKinsey. On va pas aujourd'hui parler du rôle de McKinsey, alors que peut-être qu'il va y avoir une bombe nucléaire. Enfin, je veux dire, il y a un ordre de priorité. Donc, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et donc, Édouard Philippe débarque et se gargarise de ça en disant, bah, ça passe, quoi. Ça passe, on fait ce qu'on veut. Donc, je crois qu'il faut... c'est putain une question... Enfin, sincèrement, les copains, j'aimerais beaucoup que ce soit une question politique. Tu sais, qu'on soit un peu aux vieilles bagarres d'antan, presque. Oui, mais la gauche, la droite, le centre, l'extrême droite... Non. On n'en est plus... Malheureusement, on n'en est plus là. Ça, c'est une discussion d'il y a 15 ans, autour du poulet rôti le dimanche, avec les oncles avinés qui papotent, quoi. Mais regardez où on en est aujourd'hui. On te fait passer un missile pour une cheminée. On te dit que la situation sanitaire est catastrophique, qu'il faut rester chez soi pour sauver les hôpitaux. On ferme des lits. 4300 encore en 2021. Enfin, il faut quoi de plus? On prend les citoyens pour des benets pas possibles, en leur disant je baisse, j'éteins, je décale. Avec Agnès Pannier-Runacher qui voyait de la magie dans l'usine. Enfin, je veux dire, la seule... Enfin, je veux dire, ces gens-là, malheureusement, certains membres de l'élite politique ne vivent plus dans notre monde. Leur seule chance de faire du travail à la chaîne, c'est de trouver un club échangiste. C'est tout. Ils savent pas ce que c'est, un bleu de travail. Ils savent pas. Mais c'est pas grave, si vous voulez, à la limite, que l'élite ne vive pas le même quotidien que le bas de la société, il n'y a pas de problème, c'est pas une découverte. Mais là... T'as Gilles Legendre qui débarque et qui a à deux doigts de sortir son zizi sur la table en disant « J'utilise plus mon sèche-linge, j'étends mon linge. » Mais déjà, t'as un sèche-linge, mec. Faut se rendre compte de ça. Enfin, donc à partir de là, et Édouard Philippe, la cerise sur le gâteau, qui débarque, qui dit « Ça passe », qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc c'est plus une question politique. Olivier Véran qui débarque, porte-parole du gouvernement, qui te dit « Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. » Il n'y a pas de pénurie, mais il y a ça comme vidéo. Voilà. Ça, c'est Marie Gentric. Elle bosse où? BFM TV. Donc là, c'est officiel. 7 octobre, 10h16. Elle partage ça. Des stations essence qui sont blindées. Des policiers qui vérifient le niveau d'essence. Si vous avez plus de la moitié, vous rentrez chez vous. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et après, on a Juliette Binoche, Muriel Robin et toute la collection de cagoles du monde artistique français qui se coupent une mèche de cheveux comme ça pour donner leur soutien aux Libanaises. Enfin, c'est un cirque permanent. C'est un cirque permanent. Je le respecte, mais je comprends pas comment on peut adhérer à ça. Intellectuellement, je le comprends plus. Là, je veux dire, c'est presque ça devient de la complicité. Au bout d'un moment, ça devient de la complicité. Prendre ça au sérieux... Prendre ces artistes, les Binoche, Adjani, Muriel Robin, Angèle, on peut aimer ce qu'elles font artistiquement, la question n'est pas là, mais leurs engagements politiques, mais les inconnus, les nuls n'auraient jamais rêvé aussi drôle. C'est Groland. Même Groland, ils vont mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de distinguer Groland de CNews. Je veux dire, mais une cagolerie sans nom. T'as les Iraniennes qui se battent aujourd'hui au péril de leur vie contre le voile dans un mouvement social incroyable. Et nous, on a le cinéma français qui se coupe une mèche de cheveux en disant on est engagé à deux doigts de chanter Bella Ciao en pensant que c'est la bande originale de la Casa de Papel, quoi. Mais c'est de la complicité. C'est pas possible. C'est pas possible d'être bête à ce niveau-là, quand même. Ces gens-là sont dans la culture.
Ils connaissent la culture. Ils jouent des films, ils jouent au théâtre, ils écrivent des chansons. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, ils s'étonnent que personne va au cinéma. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, c'est terrible. On a eu qui? L'autre, là, la dernière fois. Alors, lui, il m'a tué. Pareil, c'est que... alors, pas Gaspard Ulliel, le pêcheur, il est décédé. Mais l'autre, là, qui était sur France Inter, un acteur beau gosse comme tout, hein. Mais tu dis, c'est pas possible, ils sont pas dans le même monde. Non, il y a eu Cadmerade, mais il y a encore rien d'autre truc. Comment qu'il s'appelle, l'autre oh là là, attends, tu vas voir. Non, pas Cluzet, non, lui, ça va. Lui, on a dit... Louis Garrel, voilà, Louis Garrel. Alors, c'est bien, il est beau gosse comme tout, hein, on en convient, c'est peut-être un bon acteur, j'en sais rien. Mais t'as Louis Garrel qui débarque, et qui te dit quoi? Pour Louis Garrel, les gens vont se désabonner des plateformes et aller dans les cinémas incarnés. Mais Louis... Enfin... faites autre chose que des films où une personne perd son père et retrouve ses racines au fin fond du Morbihan en se rend compte que finalement elle est transgenre. Faites autre chose et puis on verra. Et il y a des propositions. Ils sont où les films sur le confinement? Alors à part Danny Boone qui a fait un truc à la con pour Netflix, mais ils sont où les films sur le confinement? Où un adolescent se suicide parce qu'il peut plus voir ses amis et qu'il a jamais vu la bouche de sa prof de français, à l'inverse d'autres présidents. Ils sont où ces films-là? Ils sont où les romans là-dessus aussi? Ils sont où? Alors c'est bien Annie Arnaud qui nous raconte sa vie depuis 40 ans, c'est super. Elle a vécu des drames, effectivement, voilà, on respecte, mais ils sont où ces films comme ça? Ils sont où ces livres-là? Ils sont où ces chanteurs? Alors balance ton quoi, Angèle? Waouh, laisse-moi te chanter, d'aller te faire En plus, t'as même pas le courage de dire un gros mot. On en est où? Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je veux dire, c'est terrible, quoi. D'un côté, t'as ces artistes qui sont faussement engagés, qui sont des pompes à vélo, on va pas se mentir. Dans l'engagement, je critique pas l'art, hein, on s'est d'accord, on aime pas, ça c'est un autre débat. Et de l'autre côté, t'as les rappeurs. Ah, désolé. Je vais taquiner un peu Edouard, mais c'est vrai que bon, certains rappeurs, quand on voit des trucs, pareil, tu vois. Alors ça c'est vrai que pour le coup c'est une réflexion. Les rappeurs, pareil. T'as un côté anti-système, ça balance, ça envoie du bois, ça critique la société et tout, faut saluer, il y a des trucs super. Mais ils sont où les rappeurs contre le confinement, contre tout ça? On les a entendus où? Alors pour inviter les femmes à se reproduire à quatre pattes sur le trottoir, il y a du monde, mais après ils sont rares, quoi. On a eu Ayam un peu avec Akhenaton, il y a eu Kenny Arcana apparemment, effectivement. Enfin, il y avait une chanson qui évoquait le virus, des choses comme ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Joe Star. Alors pour frapper des singes dans une cage, il y a du monde, mais ils sont où? Et là, heureusement, il y a un lien avec la vidéo de ce soir. Mais Booba qui quand même se sort un peu les doigts et qui y va, quoi. Qui taquine un peu, qui prend position. Mais ils sont combien? En gros, alors je sais pas si on a des experts dans l'équipe, mais Ayam, Booba, j'en vois pas 8000, hein. J'en vois pas 8000 à côté, hein. Donc ils sont tous mignons, hein. Les armes, les calaches, la drogue dans les clips, mais... Donc Joe Star, je l'aime bien, je veux dire, t'as des cordes vocales en cuir, c'est une chose, mais faut se réveiller à un moment donné, l'antisystème, ils sont où les antisystèmes? Parce que, à la limite, bon, ils sont pour ou contre les mesures sanitaires, c'est une chose, mais ils ont pas pu faire de concert, quoi. C'est pas très antisystème, hein. Donc, non, j'en ai marre, tu vois. Je suis grognon aujourd'hui. Je suis grognon, mais c'est, voilà, ça fait plaisir quand même, hein, on se détend. Non, mais voilà, je voulais pousser un petit coup de gueule parce que ça fait beaucoup de choses. Je veux dire, on peut prendre morceau par morceau et on devient zinzin parce que il se passe pas une heure sans qu'on ait une actualité complètement folle. Mais bon, faut regarder ça sérieusement. Au bout d'un moment, je pense que si on prend actualité par actualité, déjà on va devenir fou, et ça empêchera d'avoir une vision globale. Et si on a une vision globale de ce qui se passe, bah c'est assez limpide, quoi. C'est assez limpide, je veux dire, faut sortir la tête du guidon, puis voilà, ils te ressortent les mêmes arguments, l'opposition politique c'est de la guignolerie, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça, hein, c'est tout. Donc, les amis, on est là-dessus, on papote, c'est la bonne ambiance, c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a fait un peu le petit tour, hein, des petites actus que je voulais évoquer avec vous.
c'est que du plaisir, toujours. De toute façon, le plus important, c'est ça. Hein. On garde la banane, on reste unis, c'est la famille juste milieu qui s'agrandit à vitesse grand V. Et ça fait plaisir. Ça, c'est que du plaisir. Donc moi, tu vois, cet après-midi, bam, c'est la conduite. La conduitos. Et puis on se donne rendez-vous. Il y a un petit programme sympatoche pour ce week-end. On a... Alors, je prends ça sous les yeux, comme ça je vous dis pas de bêtises. On a ce soir la vidéo, attention. Booba et tout ça. Booba, les influenceurs, vous allez voir. Il y a un dossier. Il y a un dossier qui va jusqu'à l'Elysée. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, là. Inspecteur Milieu était sur le coup. Soyez au rendez-vous à 18h. Ça va être du plaisir. Et puis, on a aussi, ce sera... À mon avis, ça va être dimanche, cette histoire. Une vidéo, alors, petite chronique chinoche. Sur Juste Culture, bah ouais. Les chroniques à Rémi, parce que c'est vrai qu'on m'attend sur les bouquins, et non, patatras. On sera sur Don't Worry Darling, un film formidable que j'ai vu qui est encore au Cinoche, et dimanche, je vous fais une petite chronique Cinoche. Oh, c'est pas mal. Donc, rendez-vous dimanche, et puis voilà les amis, et puis voilà. Et je le répète, petite pub, mais c'est pour la maison, vous savez, c'est normal. Parce que là, c'est toujours la même logique, en fait. On va jouer carte sur table. C'est moi, je suis étendu sur ces sujets-là. Hein. Bien sûr que l'idée, c'est de gagner des sous, parce que on a des projets qui arrivent. On a besoin de financer différents projets. Il y a une nouvelle revue qui arrive à la fin de l'année. Il y a la revue. Il y a maison d'édition l'année prochaine. Maison d'édition, ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que au bout d'un moment, là encore, faut être clair sur la logique. C'est que je suis pas en train de te dire que c'est Notre-Dame-des-Landes, hein, qu'on soit bien d'accord. On ne devient pas des zadistes à tout faire d'un autre coin. Mais autant je salue par exemple ce que peuvent faire certains médias, hein, qu'on soit bien d'accord, certaines maisons d'édition et tout. Maintenant, je me dis, il y a peut-être quelque chose à bricoler. À côté, tu vois. Le but, c'est pas de remplacer, mais à côté. On peut faire un petit truc à notre sauce. C'est ce qu'on fait avec Juste Mensuel. Bientôt une autre revue. Et maison d'édition. Ça, c'est vraiment une idée qui me tient à cœur. De proposer des ouvrages, des romans, des essais. Avec une ligne à nous. Une ligne à nous. Dans l'esprit juste milieu. Tu connais. Donc l'idée, il y a Carotte Cuit qui dit ça va être du grand Mendes. C'est clairement l'idée. Parce qu'on bricole. Donc on met tout en place pour tout ça. Ces différents projets. Il y a ça. Et l'année prochaine aussi, voilà. Plusieurs choses qui vont arriver. Donc bien sûr que on fait de la pub, on a Juste Mensuel, on a donc le livre L'Étoile Noire sur Amiens, mon premier livre, qui j'espère sera le premier d'une grande famille de bouquins de la Juste Édition. Je sais pas encore quel va être le nom, mais l'idée c'est vraiment ça, vous proposer de plus en plus de choses, les amis, et construire un média à part entière. Alors oui, il y a des choses qui sont payantes, ça c'est vrai, mais regardez, voilà, le temps qu'on passe ensemble. Twitch, c'est 6-7 heures de contenu chaque semaine avec vous. Les vidéos, on est à 3-4 heures par semaine de vidéos sur YouTube, les articles sur le site, donc on fait notre maximum pour vous proposer du contenu, bien sûr gratuit, accessible à tous, mais à un moment donné, comme toutes les entreprises, voilà, Juste Milieu est une entreprise, ça, genre, on est très clair là-dessus. Il faut qu'on gagne des sous pour avoir un salaire à la fin du mois et pour vous proposer d'autres choses qui sont parfois payantes. On essaie de serrer les coups autant que possible, mais là-dessus, je veux pas vous raconter d'histoire. Je fais pas des vidéos pour dénoncer les influx voleurs et faire la même chose. Je suis très au clair avec vous. Donc c'est que du plaisir, c'est de l'amour. Il y a Starway 366 qui dit ça, qui dit peut-on dire que Juste Milieu c'est aussi de l'amour. Putain, c'est de l'amour. Moi, ce que j'aime au départ, c'est l'amour, quoi. C'est le don de soi, putain. C'est génial. Ouais, parce qu'il y a de l'imitation aussi. Peut-être un spectacle d'imitation, on sait pas. Donc, les copains, on va finir là-dessus. On va passer à table, parce qu'il fait faim. Et puis, il y a de la conduite, il y a du pilotage cet après-midi. Et puis, on va finir... faut que je fasse le montage donc, de la vidéo Don't Worry Darling. Je vais essayer de boucler ça. Et puis, voilà. Et puis c'est une belle semaine. Oh oui, avant que j'oublie, les amis, avant de vous quitter, la semaine prochaine, semaine chamboulée. Je me déplace 2 fois. J'ai 2 déplacements. Alors, le premier, ce sera à Paris, encore j'y retourne. C'est une surprise. Je peux pas vous dire, mais ça sortira mercredi prochain, pas sur Juste Milieu. Et pas chez les Incorrectibles. Ça, j'ai déjà fait.
J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Donc, déplacement à Paris. C'est pour ça que je vais peut-être essayer mardi, mais vraiment, je vous promets rien. Il y aura sûrement pas de Twitch la semaine pro. Parce que lundi, mardi, je suis à Paris. Je pars super tôt les 2 matins. Mercredi, je vais essayer de me reposer. Et jeudi, je pars en Belgique. En Belgique, du côté de Bruxelles, pour refaire un peu de scène avec l'ami Stéphane Cuvelier. Voilà, c'est une autre surprise. Si vous êtes du côté de Louvain, il y a le spectacle de Stéphane Cuvelier. Peut-être je serai dedans, on sait pas. Voilà. Donc du côté de Bruxelles, ça va être le plaisir. Encore une occasion pour moi de m'entraîner, hein, de m'entraîner. Donc c'est pour ça que je repars jeudi pour Bruxelles et je reviens samedi ou dimanche, je sais pas encore. Si vous êtes à Bruxelles, les amis, faites-moi signe. Hein. Faites-moi signe, les copains. On bricole, on essaie de se boire une bière. Putain. Ah, je vais zoner. Je vais rester dans la zone à mon avis tout le samedi pour visiter un peu Bruxelles. Donc si vous êtes dans le secteur, voilà. Donc semaine un petit peu bousculée. La semaine prochaine, les amis. Mais voilà, on y va à fond, on y va à fond. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir, les amis. Donc, merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux. On me dit, le biscuit corse, Poulain nous a tout dit déjà, Rémi. Merde, je savais pas. Moi, on m'a dit qu'il fallait tenir ma langue, putain. Oh, la fausse surprise. Putain, la surprise à la con. Ah ouais, le Père Noël, il existe, ouais. Ouais. Ah merde, bon, bah, apparemment, bah, super, Alexis Poulain. Super, le monde moderne. Bon, bah, en fait, il a dit. Bon, bah, ouais, mais moi, je dis pas. Voilà. Parce que peut-être il y en a, ils sont pas au courant. Ah, il est taquin, celui-ci, il est fort. Ouais, non, mais voilà, il y aura une surprise. Voilà, c'est tout. Il y aura une surprise. Donc, les amis, voilà, donc semaine un peu chamboulée. Je vais essayer mardi, parce que mardi, je serai donc dans le studio que vous voyez pour tourner La Farce Tranquille, bien sûr. Il y aura La Farce Tranquille, faut pas déconner. Mais voilà, pas sûr que je puisse faire du Twitch. On va essayer de faire au mieux, on va voir. On va bricoler, mais faut aussi que je pionce un peu, hein, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Donc, les copains, voilà, on va finir là-dessus, on va aller manger un petit bout. Merci d'être toujours aussi nombreux, vous le savez, on finit la semaine en beauté. Rendez-vous ce soir 18h, j'ai hâte d'avoir votre avis, c'est vraiment une vidéo à laquelle je tiens beaucoup, ça me plaît bien, et puis comme souvent, on tire une ficelle et tout le reste vient. Donc je vous embrasse, je vous salue, bon après-midi, bon courage pour ceux qui sont au boulot, prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France, c'est dit.